Merci, Monsieur le Président. Je crois que nous y sommes. Le point de bascule est atteint. Et je sais, Gilles, que tu ne t'attendais pas à autre chose de ma part, tellement tu en es convaincu toi-même. Ce compte financier unique confirme ce que nous redoutions. Une gestion financière défaillante, comme cela a été dit, marquée par une explosion des charges, une diminution de l'investissement et une dette qui continue de croître. Jusque-là, nous sommes d'accord. Ce scénario vous avait été annoncé depuis 2019, lorsque nous avions indiqué que le cap du milliard d'euros de dette était franchi. L'effet ciseau, tant redouté, est donc au rendez-vous. Alors à qui la faute, puisque cela n'est jamais de votre fait? À l'Europe, à l'État, aux mandatures antérieures de droite, aux mandatures antérieures de gauche, aux départements que vous avez voulu supprimer. Et pourtant, je crois que l'heure est au rendez-vous et plus question d'évoquer un quelconque héritage ou une quelconque responsabilité, si ce n'est la vôtre, pour justifier cette gestion déséquilibrée et dangereuse pour l'avenir de la collectivité de Corse. Votre exécutif dispose depuis 2017 de tous les leviers de la politique régionale, après la fusion de la collectivité territoriale de Corse avec les conseils généraux. Cela fait donc 10 ans que vous êtes à la tête de cette institution et 5 ans avec une majorité absolue, ce qu'aucun de vos prédécesseurs n'a jamais pu se prévaloir. C'est donc le bilan de vos années de gestion qui est fait aujourd'hui. Alors vous nous présentez cela, l'ensemble des documents budgétaires, comme s'ils vous étaient imposés, comme si vous étiez étranger à leur élaboration et vous constatiez que vous êtes des victimes des mauvais résultats qui en découlent. Vous affichez en prime des recommandations comme des autoprescriptions, en nous indiquant qu'il faut juguler les dépenses de fonctionnement. Mais c'est depuis la fusion que l'on vous en conjure. D'ailleurs, les effets et les coûts de personnel, on sait aujourd'hui ce qu'ils sont, puisque c'était soi-disant une mutualisation qui devait s'opérer, et donc une diminution de ces derniers. De plus, dans votre introduction, vous reprenez également votre position sur la TVA et le mauvais traitement qui nous serait infligé. Votre argumentaire ne tient pas, car vous le faites sans tenir compte du poids des dotations qui, mécaniquement, engendrent une baisse de la part de TVA dans le total des recettes allouées. En effet, ramenée par habitant, la collectivité a perçu 3 527 € de recettes de fonctionnement en 2023 contre 1 551 € en France métropolitaine, où l'on ajoute bien entendu les 480 € en moyenne pour les régions et les 1 171 € pour les départements, ce qui font bien sûr les 1 651 €. Alors, si vous arrivez à décrocher ce dont parlait fort justement Paul Félix Benedette, une compensation financière complémentaire que vous estimez à 50 millions d'euros, on s'en félicitera. Mais je crois qu'alors se posera la véritable question de connaître vos priorités d'affectation. On note également que l'investissement baisse de 28 millions d'euros par rapport à 2023. Au niveau des 343 millions de dépenses réelles d'investissement, auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure, notons que depuis la fusion, c'est la deuxième fois, avec le CA de 2020, que les subventions d'équipement prennent le pas sur les opérations sous maîtrise d'ouvrage CTC. On est à 53% pour les subventions contre 47% pour les maîtrises d'ouvrage. Pour rappel, en 2020, on était à 49,51. Les dépenses de fonctionnement pour cet exercice n'augmentent que de 0,23%, c'est une bonne chose, et passent de 1,57 milliard à 1,60 milliard. Mais pourtant, lorsque l'on va plus en profondeur dans l'ensemble des progressions du 0,11 et du 0,12, qui, elle, est constante, les charges à caractère général augmentent de 6,6% et celles de personnel de 4%. Ce sont les charges de gestion courante en baisse de 26 millions qui ont permis de compenser ces progressions et de juguler l'inexorable augmentation des dépenses de fonctionnement. Mais qu'on se le dise, la forte progression des dépenses de personnel s'est faite exclusivement sous l'effet de vos décisions. Vous savez comme moi qu'il ne s'agit exclusivement en aucun cas
de mesures nationales de revalorisation d'indices comme vous avez coutume de la justifier. Le recours important aux contractuels de 228 à 342, sans que le poids des statutaires ne diminue, contribue fortement à aggraver notre situation financière. Cela étant encore plus marqué dans les agences et offices. Notre collègue Paul-Félix Benedetti faisait le même constat. En effet, le poids du personnel passe de 24,3% en 2019 à 29,7% en 2024. Ce dérapage est le résultat d'un défaut de pilotage budgétaire des effectifs. Et malgré cette dynamique, vous maintenez un recours accru à l'externalisation de certaines missions. Il n'en a pas été question dans votre propos. Le nettoyage des locaux qui bondit de 56%. Les frais d'études en hausse de 74%. Ils ont atteint presque 8 millions d'euros en 2023, ce qui peut signifier une confiance limitée en vos ressources humaines, même s'il vous plaît de vanter chaque fois que l'occasion se présente leur qualité et leurs compétences. Dois-je vous rappeler les études sur le port de Bastia qui ont englouti l'équivalent de plus de 4 millions d'euros? Pourtant, nous le rappelons encore hier, ce n'est qu'en octobre 2024, donc 6 ans après la création de la collectivité unique, que nous avons eu à délibérer sur un référentiel d'organisation. Oui, la démarche a existé, et elle existe, mais elle est bien tardive, surtout après vous l'avoir demandé à chaque exercice budgétaire. Après report cumulé et intégration du besoin en financement de la section d'investissement, vous le disiez tout à l'heure, le solde est en effet de 6 500 000 euros. Je vous rappelle quand même qu'il était de 16 millions d'euros en 2023, 20 millions d'euros en 2022 et 17 millions d'euros en 2021. Le ratio investissement-fonctionnement n'a jamais été aussi dégradé, soit 25-75. Je vous rappelle que cela veut dire que lorsque l'on investit 1 euro, on en dépense 3 pour fonctionner. L'épargne brute baisse de 11%, vous l'avez dit. On note un tassement de la fiscalité avec principalement des DMTO qui chutent de 14 millions d'euros pour s'établir à 80 millions d'euros. Il n'y a que le tabac, oui, on le disait à l'instant, qui se maintiennent et progressent même de 3% en atteignant le record de 158 millions. Mais ce qui est le plus préoccupant, vous le savez, c'est le montant de la dette qui atteint 1,118 milliard d'euros, et vous l'avez dit. Alors le montant de la dette, vous avez vous lancé dans des explications rationnelles, des explications avec le passé, le présent et compagnie. Toujours est-il qu'elle a cru de 32% depuis 2019. Et à vous seul, vous en avez généré les 3/4 en l'espace de 10 ans. Elle était, je vous rappelle, de 420 millions d'euros en 2015. Et lorsque celle-ci était encore assise sur de l'investissement. Alors vous voyez, Président, on est loin de l'analyse qui était faite et que vous faisiez sur le rapport de la CRC. La collectivité a mobilisé 128 millions d'euros d'emprunts, autorisés en 2024, soit 2 fois plus que les 54 millions d'euros de capital remboursé, et Paul Félix le disait tout à l'heure d'une autre façon. La capacité de désendettement, elle, était de 3,9 années en 2015. Elle a presque doublé depuis et se situe aujourd'hui sous la ligne fatidique des 8 années. Et donc on s'approche inexorablement du seuil d'alerte. Ceci est d'autant plus inquiétant que personne, malgré le montant de la dette rappelée et représentant 3 fois celle des autres régions comparables, ne peut pour autant affirmer aujourd'hui que l'investissement sur l'île se trouve renforcé avec des projets structurants dont la Corse et les Corses ont tant besoin. En examinant dans le détail les dépenses par chapitre, il est facile de remarquer qu'au niveau du fonctionnement, tous les chapitres augmentent, sauf celui des transports, lorsqu'au niveau de l'investissement, tous baissent, à l'exception des chapitres culture, enseignement et santé. Alors, comme prévu, cette délibération que vous nous proposez demande de constater les grandes lignes en 2024 en investissement et en fonctionnement et d'approuver, bien sûr, les comptes concernant la gestion financière de la collectivité. Or, je pense que ce serait de l'irresponsabilité de notre part, parce que notre devoir est de la sanctionner. Pourquoi la sanctionner?
Parce qu'on ne peut pas avoir réclamé la collectivité unique et se plaindre aujourd'hui d'avoir à gérer, comme vous le disiez, l'allocation personnalisée d'autonomie et le revenu de solidarité active, autrefois réservé aux départements. Pourquoi avoir critiqué la gestion passée de la collectivité sur, je cite, 40 ans d'inertie, alors même que tous les investissements structurants en termes de transport, de construction d'établissements scolaires sont à mettre au crédit des mandatures et majorités précédentes? Si la situation clanique antérieure était dite vicieuse et dénoncée comme telle, remplacer les clans était votre priorité. Vous deviez mettre en place des méthodes de gestion transparentes et démocratiques, précisément pour ne pas l'aggraver. On voit ce qu'il en est aujourd'hui. Alors, permettez-moi d'emprunter votre slogan « Tamanta strada ». Et c'est bien plus triste, ce constat, parce qu'il se pose aujourd'hui avec bon nombre de problèmes. Vous qui avez parlé de l'émancipation du peuple corse, sachez que les Corses n'attendent plus de se voir délivrer des messages messianiques les invitant à rentrer dans l'espérance, ni à perpétuer des instincts classiques de conservation de pouvoir. Ils veulent aller plus loin, avec une hauteur de vue et surtout de façon opérationnelle. Promesse avait été faite. La commission des finances devait être l'espace de travail et de discussion pour trancher sur les opérations clés à venir en termes d'investissement routier. On attend toujours que les PPI transport et établissements scolaires soient actualisés. Cela devait se produire au moment de l'examen du compte financier unique, c'est-à-dire aujourd'hui. Mais malgré les promesses, on n'a toujours rien. Alors comment finir mon intervention sans faire davantage référence au rapport de la CRC, malgré tout ce qui a déjà été exprimé et tout ce qui s'est dit ce matin? L'état des lieux est dramatique et il confirme en tout point nos soucis exprimés depuis quelques années. La CRC formule des recommandations claires et des rappels à la réglementation. Autant de mesures de bon sens et de bonne gestion telles que le pilotage budgétaire des effectifs, le renforcement du pilotage financier, une revue générale des dépenses, l'élaboration d'un véritable plan pluriannuel d'investissement assorti d'un point annuel. Je le disais en préambule, notre groupe vous a alerté sur ces sujets sans pour autant être écouté. Pourtant, il n'existe aucun chemin de progrès qui ne tienne compte de la réalité. Alors pourquoi n'assumez-vous pas votre part de responsabilité? Pourquoi restez-vous en permanence dans le déni? Alors vous nous direz pour y répondre que ce travail est en cours et qu'il porte déjà ses fruits, que la dette ne va cesser de croître compte tenu de la structure de nos recettes et des besoins de notre population et qu'il nous faut, bien entendu, rechercher des recettes nouvelles, que vous assumez l'augmentation continue des dépenses de fonctionnement puisqu'elles correspondent à vos choix politiques, même si vous n'en avez pas les moyens, que le recours à l'assistance à maîtrise d'ouvrage diminuera dans le temps et que le recours à la compétence interne sera optimisé, que vous avez dû dès 2015 contracter un emprunt de 100 millions d'euros pour satisfaire aux engagements de la mandature précédente, qu'il sera nécessaire, pourquoi pas, de demander une rallonge à l'État français en quasi-faillite, lui aussi. Mais surtout, que l'autonomie réglera toutes nos difficultés. Alors je crois que la Corse et les Corses méritent bien mieux. Ils doivent savoir que si cette trajectoire n'est pas corrigée, la CDC sera exempte d'ici la fin du mandat. Mener une politique en dépensant toujours plus, sans s'assurer d'en avoir les moyens ou les recettes correspondantes, est irresponsable. Et vous le savez comme moi, puisque ce sont des impôts pour les générations futures. Alors il nous faut des règles strictes. Et cette absence de stratégie nous empêche d'agir avec vigueur et rigueur pour enfin recentrer l'action publique sur les besoins réels des Corses. Vous vous en défendrez lors de votre réponse. Et par anticipation, je sais combien, ou j'avais imaginé, que notre collègue Louis Pozzoniborg, ici présent, non présent justement, et président de la commission des finances de cette collectivité, excelle en la matière et était susceptible de venir à votre secours. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que les finances de la CAP dont il est le président se portent nettement mieux. Et j'en veux pour preuve le dernier document
de Paroles de Corse où il suggère, sans le faire, tout en le disant, mais en tout cas des messages et des comportements qu'il a mis en application au sein de la CAB et qui véritablement portent leurs fruits. Alors je vais les lire, puisqu'ils correspondent exactement à ce que nous vous demandons de faire. Nous avons agi sur la masse salariale, mais aussi sur les frais généraux et surtout sur la part excessive des prestations externalisées. Nous avons démontré qu'à effectif constant, nos services peuvent absorber une charge de travail bien plus importante que ce que certains pensaient. Cela signifie que nous avons optimisé nos ressources humaines, revalorisé les compétences internes et gagné en efficacité. Ce n'est pas qu'un gain comptable, c'est aussi un changement culturel dans la façon de penser le service public. Pourquoi alors ne pas nous inspirer de ce genre de comportement ici au niveau de cette collectivité? Les faits sont là. Cela vous gêne peut-être de les entendre et d'être confronté au constat de désillusion avec peut-être aucun regret sur le fond, mais très certainement des remords concernant des hésitations à mettre en place suffisamment vite des changements indispensables. Pour finir, Monsieur le Président, je souhaite vous rappeler une citation de Victor Hugo qui disait « La vérité est comme le soleil, elle fait tout voir et ne se laisse pas regarder ». Je vous remercie.